Les Vases du Cey, tome 6, le fils d'Éléonore, suite. Dimanche 2 janvier 2033. Elena et Alex avaient tous deux été de garde à Noël et avec le début de la saison de ski, l'un comme l'autre n'avait pas chômé. La première au bloc spécialisé dans la chirurgie de la colonne vertébrale et du bassin, l'autre parce qu'il était basé à l'Alpe d'Huez avec son équipe en collaboration avec la base hélicoptère sécurité civile et les équipes secouristes du PGHM de l'Isère et de la CRS Alpes. Ils étaient remontés pour 3 jours en Normandie le 27 décembre pour voir les grands-parents d'Alex. La jeune Iade avait posé ses congés annuels et RTT restants de l'année précédente, ainsi que ses repos de garde avant son congé maternité. Aussi, lorsqu'ils avaient rejoint les cousins déjà installés à Saint-François pour fêter le Nouvel An, Elena savait qu'elle allait pouvoir souffler. Ce n'était pas le cas d'Alex, qui avait bénéficié de quelques jours de congé et qui allait repartir dès le 4 janvier à l'Alpe d'Huez. Il avait préservé son 3 janvier pour accompagner Elena à son échographie. Il y avait tenu, car il n'avait pas pu assister à la 5e visite prénatale. Elena reviendrait à Saint-François pendant qu'il serait à l'Alpe d'Huez. Il la rejoindrait pendant le week-end. Désormais, tous les cousins et cousines, ainsi que leurs compagnes et compagnons, étaient devenus des professionnels et ils arrivaient et repartaient en décalé. Néanmoins, pour le réveillon du 31, ils étaient pratiquement tous là. Il n'avait manqué que Nina, Léo et Cécile, car les 2 danseuses étaient en représentation jusqu'au 1er janvier, l'une à Paris, l'autre à Glasgow. Estelle et Lisa avaient tout géré avec le traiteur pour le réveillon et le repas du lendemain. Les 3 membres manquants arrivèrent presque en même temps à l'aéroport de Lyon et comme ils en avaient convenu ensemble, avaient covoituré en véhicule de location entre Saint-Exupéry et Saint-François. Et vers 11h, ceux qui étaient déjà sur place eurent la surprise de voir arriver non les 3 attendus, mais 4. Nina avait voulu leur faire la surprise. Depuis quelques semaines, Jordan vivait avec elle à Paris. Cette fois, plus aucune des cousines du clan Vasse n'était encore célibataire. Tous les 4 avaient l'intention de s'installer jusqu'au 15 janvier. Nina savait qu'Elena allait être seule la 2e semaine de janvier, puisqu'Alex serait en stage à Ossois. L'urgentiste était rassuré. Elena ne resterait pas seule au chalet en son absence, c'était le plus important, et il pourrait skier avec ses cousins le week-end. En attendant, le groupe au complet allait fêter ensemble la nouvelle année avec les nouveaux arrivants le soir. Ils déjeunèrent rapidement pour pouvoir profiter d'une après-midi de ski tous ensemble, sauf Elena, privée d'un de ses sports favoris pour cause de grossesse avancée. Elle se sentait très bien et était très tentée. Alex ne tenait pas à ce qu'elle prenne des risques. La jeune femme n'avait toutefois pas l'intention de rester enfermée dans le chalet pendant que les autres s'amusaient sur les pistes. Ils étaient à peine partis qu'elle chaussait les raquettes pour une balade en espérant les croiser de temps en temps. Puis vers 15h30, elle prit la direction de la combe de Rémolard. Elle s'était munie d'un sac à dos bien rempli avec un projet très précis. Elle alla vers un vieux chalet d'alpage qu'elle connaissait bien sans savoir qu'Éléonore et François l'avaient déjà occupé un soir de février. Il lui fallut une demi-heure de marche pour atteindre son objectif. Avant de redescendre vers la combe, elle avait envoyé un SMS à l'homme de sa vie. « Rejoins-moi, chalet d'alpage Rémolard, vers 16h, seul, JTM, Elena. » Alex reçut le message sur le télésiège du frêne. Il sourit en lisant le message, imaginant très bien quelle était l'intention de sa femme en lui donnant rendez-vous dans un vieux chalet délabré. Il avait proposé de redescendre vers le quartier des Longes pour prendre le télésiège du marquis. Arrivé en haut, il proposa de descendre soit l'Aigle, soit les Coqs, soit la Rémolard, en indiquant qu'il faudrait reprendre le marquis ou le tire-fesse du sapin pour rejoindre le front de neige devant la lune bleue. Il avait donné rendez-vous à tout le monde au bar habituel. Certains choisirent d'emblée la noire, l'Aigle. À l'embranchement entre la piste bleue de la Rémolard et la rouge des Coqs, il laissa le choix aux compagnons qui l'avaient suivi. Tous connaissaient les pistes et certains choisirent la rouge, les autres la bleue. Alex les laissa partir devant et ne chercha pas à rattraper ceux qui avaient pris la Rémolard. Le jeune médecin retrouva Elena devant le vieux chalet comme convenu. La lueur dans ses yeux indiquait qu'il avait bien compris pourquoi la jeune femme l'attendait là. Quand il eut déchaussé, elle l'entraîna à l'intérieur où il déposa son matériel. « Dans ce vieux chalet, nous serons seuls, et je suis sûre que personne ne viendra nous déranger, dit-elle, en entr'ouvrant sa veste et en lui baisant les lèvres. La réponse à ses avances fut aussi ardente qu'elle l'espérait.
Elle s'écarta de lui pour attraper le sac à dos et en sortit un duvet de place. « Tu avais prévu ton coup, mon amour. »« J'aime bien avoir un minimum de confort, et surtout il fait un peu frais. Pour ce que j'envisage, je préfère être au chaud, dit-elle en commençant à se déshabiller. Alex suivit son exemple et la rejoignit dans le duvet. Il l'enlaça tendrement, et Helena sentit croître son désir, auquel elle répondit. Ses baisers et ses caresses la firent frémir. Haletante, elle sentit la bouche d'Alex glisser sur sa gorge et sucer un mamelon érigé pendant qu'il effleurait l'autre. Une onde de chaleur la parcourut de la tête aux pieds, et elle ne put étouffer un gémissement de plaisir. Elle le voulait en elle, malaxait ses épaules, son dos. Il l'embrassa de nouveau, explorant doucement sa bouche avec sa langue. Elle était parcourue de frissons. Son corps vibrait sous les baisers d'Alex sur ses épaules et ses caresses sur ses seins. Il s'interrompit un moment pour la contempler et s'imprégner d'elle. Même enceinte, elle restait magnifique et il la désirait plus que jamais. Son ventre arrondi, même si le renflement n'était pas si important, leur demandait d'adopter une position plus confortable pour la future maman. Alex se plaça derrière elle et l'étreignit avec ardeur. Il ne pouvait attendre davantage. Sa main descendit entre les jambes d'Helena et caressa son mont soyeux. Elle poussa un cri lorsqu'il introduisit 2 doigts dans sa fente et se cambra pour qu'il l'explore plus profondément, avide de lui procurer du plaisir. Alex sentit son membre viril prêt à éclater. Il aurait voulu attendre, faire durer le plaisir, mais Helena le suppliait de venir en elle. Il la pénétra alors jusqu'au plus profond de son intimité, inspiré par les lèvres chaudes et humides qui caressèrent son membre sur toute sa longueur. Immobile pendant un instant, il savoura la chaude étreinte de son vagin. Il ne pouvait imaginer vivre sans elle. Elle qui avait été faite exprès pour lui, comme lui l'était pour elle. Il se retira, plongea de nouveau en elle et imprima un long mouvement de va-et-vient. Bientôt, ils furent au bord de l'explosion tous les deux, et ces mouvements accélérèrent, leur arrachant des cris de jouissance pendant qu'une énorme vague de plaisir les emportait, les laissant pantelants, tremblants et rassasiés. Du moins momentanément, car les caresses d'Alex réveillèrent leur désir à tous deux. Ils refirent l'amour plus doucement cette fois. Helena aimait ce repos qui suivait leur plaisir partagé, cette plénitude lorsqu'il était toujours en elle, une fois l'acte accompli. Et Alex aimait sentir le corps de sa magnifique femme contre le sien. Finalement, il se retira, l'embrassa dans le cou. Il posa sa main sur le ventre de la jeune femme, il sentit un coup de pied et sourit. « Je crois que nous avons dérangé notre fille, dit-il. »« Non, je suis sûre qu'elle est ravie que tu t'occupes si bien de sa maman, dit-elle en se remettant sur le dos. »« Et son papa aime sa maman comme un fou, dit-il en l'embrassant passionnément. »« Nous allons peut-être devoir rejoindre les autres maintenant. »« Dommage. Je suis si bien ici, rien qu'avec toi. Mais tu as raison, ils vont nous attendre. Je suis certaine que Théo va se douter de quelque chose. Peu importe ce qu'ils pensent tous. J'aime faire l'amour avec ma femme, et je recommencerai ce soir si elle en a envie, parce que moi je suis sûre d'en avoir envie. » Alex envoya un message pour informer le groupe qu'il arrivait. Il chopa le tire-fesse du sapin juste avant sa fermeture et arriva quelques minutes avant Helena, qui avait un peu triché en prenant la navette au longe pour remonter dans le centre de la station. Après avoir bu un verre en terrasse, ils rentrèrent tous au chalet pour organiser leur soirée, la dernière pour certains qui repartaient le lendemain matin. Ils avaient posé leur lundi matin pour pouvoir être tous ensemble jusqu'au dimanche soir. Avant le repas, les musiciens et chanteurs furent sollicités pour le concert habituel. Après le repas, Nina évoqua une nouvelle importante. Outre le fait qu'elle vivait depuis plusieurs semaines avec Jordan, elle avait été sollicitée par Axel Voatier pour un défilé avec Lisa et pour un shooting photo dont le photographe était Jordan. Tous les félicitèrent. Lisa, elle, était déjà au courant par Axel Voatier. Ce dernier avait également vu les photos réalisées à Venise par Jordan et avait flashé sur les 2 modèles, Alex et Helena. Il avait demandé à Lisa de leur faire part d'un projet de shooting photo qu'il envisageait pour sa prochaine collection. Alex et Helena éclatèrent de rire tous deux. Ils n'envisageaient ni l'un ni l'autre être des modèles pour le couturier. « Décidément, il ne doute de rien celui-là, » s'exclama Alex. « Qu'est-ce qu'il a avec notre famille? Il a eu ma mère autrefois, maintenant il a ma sœur et ma cousine. Il n'a qu'à venir à une réunion de famille, il aura tout le monde en même temps. Comme ça, il aura toutes les couleurs de cheveux et Dieu qu'il souhaite. »
Et si son photographe veut des photos, et j'imagine que c'est toi, Jordan, il faudra prévoir une collection sportive outdoor et nous suivre en montagne, ajouta Elena. Et inutile de nous appâter avec des tenues de soirée, parce que nous avons surtout besoin de vêtements pratiques et adaptés à la montagne, genre tenues de ski, de rando ou d'alpinisme. Je lui transmettrai, dit Jordan en souriant. En tout cas, moi je veux bien vous suivre en montagne. Tu ne sais peut-être pas le risque que tu prends en disant cela, précisa Alex. Le groupe continua la soirée en chanson, mais vers 1 heure du matin, Alex et Elena les laissèrent continuer. Ils voulaient profiter de leur nuit, car le lendemain, ils repartiraient ensemble à Grenoble pour la dernière échographie avant l'accouchement. Ils passeraient encore la nuit ensemble avant que l'urgentiste rejoigne la base de l'Alpe d'Huez. Semaine du 8 au 12 janvier 2033. Le lundi 3 janvier, Elena et Alex avaient eu de nouveau rendez-vous avec leur bébé. Leur fille se portait bien et l'examen avait donné un aperçu des conditions de l'accouchement à venir. Sa croissance avait de nouveau été évaluée, son poids de naissance estimé aux environs de 3,3 kg et l'anatomie de la face et des organes vitaux contrôlée. L'échographie montrait clairement qu'elle était en présentation céphalique. Le placenta était placé assez haut et que la quantité de liquide amniotique était satisfaisante. La qualité des échanges entre maman et bébé avait été évaluée par Doppler. Tout allait bien, et Elena avait suivi quelques séances de préparation à l'accouchement, mais elle avait vite préféré le yoga prénatal. Valérie Aquin avait été agréablement surpris de voir que le bébé présentait un poids normal, car elle s'était inquiétée qu'Elena ait pris aussi peu de poids. À plus de 7 mois de grossesse, elle avait pris 6 kilos en tout et pour tout. Alex était rassuré, d'autant que pour les 2 semaines à venir, elle ne serait pas non plus seule à Saint-François, pendant qu'il serait basé à l'Alpe d'Huez, puis à Ossois, pour la suite de son DIUMUM. Lisa était venue rechercher Elena le mardi dans la matinée avec Enzo. La jeune femme passa toute la semaine avec sa belle-sœur et son beau-frère, ainsi que Léo, Cécile, Nina et Jordan. Pour ne pas laisser la future maman seule, les filles faisaient de la randonnée raquette avec elle, laissant aux hommes le plaisir de skier. Ils se rejoignaient à la banquise pour le déjeuner de midi. Jordan avait aussi profité de son séjour pour prendre des photos d'Elena enceinte et n'attendait plus qu'Alex pour en prendre du couple. Mais lorsque le jeune médecin rentra le vendredi soir, il avait d'autres priorités. Le photographe dut attendre le samedi en fin d'après-midi. Le lendemain dimanche, Elsa, Enzo, Léo et Cécile étaient repartis. Nina et Jordan étaient restés encore 1 semaine pendant qu'Alex était en stage à Ossois. Cette semaine de janvier, la neige était retombée sur la station et les contreforts du parc national de la Vanoise, qui accueillait la promotion 2032-2033 du DIUMUM. Les jeunes médecins avaient eu l'occasion de s'entraîner à bon nombre de situations rencontrées en secours hivernal. Secours en parois enneigées, progression et médicalisation en terrain mixte, technique de brancardage sur piste. Les cours théoriques lors de ce stage d'hiver avaient été axés sur les engelures et l'hypothermie, le manteau neigeux et la prévention des avalanches, ainsi que les emplois et surtout les contraintes de l'hélicoptère que les futurs médecins de secours en montagne comprirent mieux lors de la visite de la base DAC-CRS de Modane, un des temps forts du stage. L'étude du manteau neigeux et les techniques d'autosauvetage en avalanche avaient servi d'introduction à l'exercice du vendredi, une opération grandeur nature de secours en avalanche, en configuration multivictime et avec la participation des pisteurs et des maîtres chiens de la station. Ils avaient aussi pris en charge des victimes de divers accidents liés au sport d'hiver, ski de piste, ski d'alpiniste hivernal et escalade de glace. Ils avaient dû réaliser un abri improvisé et trouver des méthodes de survie lors de la prise en charge par des moyens de fortune d'une victime d'accident de randonnée. Toutes choses auxquelles Alex avait été confronté régulièrement depuis qu'il était basé à l'Alpe d'Huez. Depuis leur premier stage pyrénéen, les étudiants avaient créé des liens d'amitié, un lien d'attachement à la famille du secours. Ils étaient tous plus motivés que jamais. Il avait été heureux de retrouver Elena le vendredi soir. Ils passaient toujours tous deux beaucoup de temps, chaque soir au téléphone, lorsqu'il était à l'Alpe d'Huez. Mais en stage, son temps était réparti entre exercices de secours et travaux pratiques durant le jour et les cours théoriques le soir. Aussi, les appels étaient plus courts, car les journées étaient intenses. Le couple avait passé la soirée du vendredi soir au restaurant avec Nina et Jordan avant que ces derniers repartent le lendemain pour Paris. Les amoureux s'étaient alors retrouvés seuls, enfin seuls. Ils appréciaient de voir tous leurs cousins et amis, mais aimaient d'autant plus le retour au calme et retrouver leur intimité.
Alex s'était arrangé pour rester sur Grenoble ensuite et avait passé le relais à des collègues pour l'Alpe d'Huez, pour le dernier mois de grossesse d'Helena. Il voulait être là, au cas où elle accoucherait. Elle se portait comme un charme, mais il ne voulait prendre aucun risque. Samedi 26 février 2033. Le 22 janvier, les soignants des urgences avaient voulu faire une soirée tous ensemble, du moins pour ceux qui ne travaillaient pas ce soir-là, et Alex y avait été convié avec Helena. Ils s'étaient retrouvés dans un club connu de Grenoble. Helena, enceinte de 8 mois, avait revêtu pour l'occasion la robe courte rose pâle en mousseline de style empire que sa belle-mère avait portée lorsqu'elle attendait Alex, elle aussi à 8 mois de grossesse. Dans cette robe d'ailleurs, peu remarquèrent qu'elle était enceinte et proche de son terme. Alex, comme d'habitude, la trouvait ravissante, et les regards qui se posaient sur sa femme le confirmaient largement. La jeune femme était en pleine forme et dansa surtout des danses latines avec Alex, dont les collègues découvrirent à l'occasion les talents de danseur. Helena avait passé ses 2 dernières visites prénatales, les 24 janvier et 21 février. Tout allait bien, et avant la fin de la semaine, leur fille allait naître. La jeune femme avait bien eu quelques contractions, mais rien de sérieux. Ils avaient tous les deux hâte de voir leur bébé arriver, et le seul moyen de provoquer l'accouchement naturellement à ce stade, le déclenchement à l'italienne, était de faire l'amour, ce dont ils ne se privaient pas. Si la méthode n'était pas efficace à 100%, au moins ils prenaient du plaisir. La jeune femme avait régulièrement la visite de Stéphania, qui n'habitait pas très loin, et elle savait que si Alex avait un empêchement, la compagne de Ben se tenait prête pour l'accompagner à la maternité, le temps que le papa passe le relais à un confrère ou une consoeur. Ce matin-là, Alex était en repos et s'était rendormi après leur câlin matinal. Helena s'était levée pour faire sa séance de yoga prénatal. Pendant son petit déjeuner, elle sentit une contraction qui dura environ 40 secondes, une douleur pas plus importante qu'une douleur menstruelle. Quelques minutes après, la même douleur reprit. Helena commença à chronométrer chaque contraction, mais restait sereine. Quand Alex se réveilla, elle l'informa du début du travail. La douleur était très supportable. Elle continua sa journée, allant même faire une balade dans le parc tout proche, sous l'œil attentif de son mari, plus anxieux qu'elle. Il avait beau être urgentiste et accoutumé à ces situations, là, il s'agissait de la femme de sa vie et de son bébé. La jeune femme prit un déjeuner léger. Les contractions devenaient plus fortes et se rapprochaient. Vers 15 heures, elles étaient espacées de 5 à 7 minutes et devenaient assez intenses, obligeant Helena à s'arrêter pour contrôler sa respiration. Alex vérifia la dilatation qui n'était qu'à 1 centimètre. Et la jeune femme gérait très bien sa douleur avec la respiration Ujjayi. Vers 17 heures, les contractions étaient devenues très intenses. Et Helena avait du mal à trouver une position qui lui convienne. La dilatation étant à 6 centimètres, Alex l'emmena à la maternité. Dans la voiture, la jeune femme avait des contractions toutes les 3-4 minutes et expirait longuement sur chacune d'entre elles. Les sages-femmes étaient toutes occupées, mais tout le personnel connaissait le docteur Vass et Helena fut rapidement installée dans une chambre. Alex avait donné tous les éléments quant à la fréquence des contractions et la dilatation du col. Une sage-femme vint s'occuper de la future maman et la mettre sous monitoring, lequel montrait des contractions efficaces. Les yeux fermés, Helena était concentrée sur ses contractions pour les accompagner en expirant correctement, agrippée à la main d'Alex. La douleur était encore vivable malgré l'intensité, et l'urgentiste accompagna la jeune femme dans sa respiration. Mais les contractions étaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Quand la sage-femme revint contrôler la dilatation, le col était ouvert à 9 centimètres. À ce moment, la sage-femme demanda à Helena si elle souhaitait une péridurale. La jeune future maman savait que le travail pouvait encore durer, car sa poche des os était encore intacte. Néanmoins, elle avait décidé depuis longtemps d'accoucher naturellement, sans péridurale, malgré la réticence d'Alex qui ne voulait pas la voir souffrir. Cette décision l'avait étonnée de la part d'une infirmière anesthésiste, mais Helena voulait vivre son accouchement pleinement. Elle avait à peine donné sa réponse qu'elle ressentit la sensation d'un ballon de baudruche qui éclate et du liquide s'écouler. Le fait que la poche des os se soit fissurée lui redonna du courage et de la force, car elle savait qu'elle arrivait au bout. Elle se reconcentra sur les contractions. Seul comptait le moment présent. « Si vous avez envie de pousser, poussez, dit la sage-femme.
Dès qu'elle sentit une contraction arriver, Elena bloqua sa respiration et poussa très fort. Elle était toujours agrippée à la main d'Alex, qui massait un point d'acupression entre le pouce et l'index, au niveau de la palmure, censé atténuer la douleur. Après quelques efforts de pousser, la sage-femme intervint de nouveau. « Je vois sa tête, allez-y, continuez à pousser. » À ce moment, elle lâcha complètement prise, se laissant guider par l'équipe. Mais les temps de pousser étaient de plus en plus longs et exténuants, autant pour elle que pour son mari qui avait pris le pli de bloquer sa respiration aussi longtemps qu'elle. La jeune femme visualisait la dilatation, l'étirement des tissus, et se retint un moment de pousser, mais de nouveau la sage-femme la rassura. « Ok, là, je vais vous masser le périnée pour l'aider à se détendre. Poussez à fond, et si je vous dis d'arrêter de pousser, vous arrêtez. » Elle sentit que la sage-femme avait à cœur qu'elle ne soit pas déchirée, de ne pas faire une épisiotomie, et qu'elle était concentrée sur son confort. La professionnelle continua à masser entre les contractions. La future maman se concentra sur son travail, pousser. La tête sortit enfin, puis le corps, et là, Elena se rendit compte que c'était Alex qui avait pris la main pour sortir son bébé et ensuite couper le cordon avant de le poser sur le ventre de la maman. Il était 21h30. Elena avait l'impression d'avoir couru un marathon et regarda Alex. Tous deux étaient très émus. L'urgentiste regardait émerveillé à la fois sa femme et sa fille. « Mon amour, je ne sais pas comment tu as fait pour gérer aussi bien. Pas un seul cri, je n'ai jamais vu ça. Lorsque je prends en charge des femmes prêtes à accoucher, elles sont en pleine panique. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais sûrement pas géré aussi bien, répondit-elle tout en caressant le dos de son bébé. Alex échangea un long baiser avec sa femme. La sage-femme attendit qu'il ait fini. « Ce n'est pas tout ça, les amoureux. Comment allez-vous l'appeler, cette magnifique petite fille ?» Elena regarda son mari, qui comprit qu'elle le laissait donner ce prénom qu'ils avaient choisi depuis longtemps, ce prénom qu'ils avaient d'abord choisi chacun de leur côté, et qui était le même. « Éléonore. Elle s'appelle Éléonore, répondit-il, les larmes aux yeux, le regard attendri d'Elena. Ils contemplaient tous les deux leur fille, le fruit de leur amour, née exactement le même jour que cette grand-mère qu'elle ne connaîtrait jamais, mais qui avait laissé une empreinte indélébile chez ceux qui l'avaient connue et dont elle portait le prénom. Les premières à être informées furent Lisa et Laurence, par un appel en visio dès qu'Elena eut rejoint sa chambre. Il était plus de 23 heures, mais Alex les avait prévenues du départ à la maternité et ils savaient qu'elles attendaient toutes les deux. Elles furent donc aussi les premières à voir le bébé. « Je vous présente Éléonore, dit Alex, un magnifique bébé de 3,280 kg et 51 cm. La grand-mère d'Alex se mit à pleurer en voyant le bébé qui portait le prénom de sa fille unique, disparue trop tôt. Elle voulait absolument le serrer dans ses bras, et Lisa lui promit de l'emmener à Grenoble dès qu'Elena serait sortie de la maternité, logiquement vers le 3 mars au plus tard. Le couple avait appelé le lendemain matin les grands-parents Vasse, ainsi que les oncles et tantes. Pendant son séjour à la maternité, Elena avait reçu la visite de Ben et Stéphania, ainsi que celle d'Adam et Émilie venus un soir de Chambéry. Jordan était descendu pour prendre des photos, mais sans Nina, alors en pleine répétition. Lisa avait amené Laurence comme promis. Elles étaient arrivées toutes les deux le 3 mars au chalet de Saint-François, où la nouvelle famille avait migré depuis la veille au soir. L'arrière-grand-mère de la petite Éléonore avait de nouveau fondu en larmes en voyant le bébé qui, disait-elle, ressemblait à sa grand-mère et homonyme. Elle avait amené des photos de la mère d'Alex pour comparer. Et effectivement, la ressemblance était troublante. Le temps dirait si la petite Éléonore aurait les yeux verts de sa mère et de sa grand-mère, ainsi que les cheveux blonds. Alex avait attendu la sortie de maternité d'Elena pour poser ses congés paternité. Il était en extase devant sa femme et sa fille lorsque la jeune femme donnait la tétée au bébé. Il avait un peu de temps pour profiter de sa famille avant de repartir vers l'Alpe d'Huez. Tout à son nouveau rôle de papa, il ne ressentait pas le manque de rapports intimes et de toute façon tous deux étaient calés sur le rythme de leur bébé, qui ne les laissait pas encore faire des nuits complètes. Ils avaient surtout envie de dormir, et leurs câlins se limitaient aux bisous et aux caresses. Elena avait repris en douceur ses séances de yoga et avait très rapidement retrouvé sa ligne, d'autant plus facilement qu'elle n'avait pris que 8 kilos pendant sa grossesse. Elle était restée avec bébé à Saint-François jusqu'au 2e week-end d'avril. Et Alex, qui avait repris le travail fin mars,
venait les rejoindre pendant ses repos. Quelques jours avant que le jeune médecin reprenne le travail, Éléonore avait commencé à dormir plus longtemps la nuit, sans pour autant faire des nuits complètes. Ce fut toutefois suffisant pour que les nouveaux parents puissent enfin récupérer. La chute hormonale du postpartum n'était plus qu'un mauvais souvenir. Le col de son utérus était refermé et Helena ressentait de nouveau du désir. Alex, lui, avait encore peur de lui faire mal et se contentait de rapports sans pénétration vaginale. Ils avaient retrouvé ces moments de tendresse à deux, très rapidement. Mais la jeune femme était consciente du désir que son mari réfrénait pour ne pas la blesser. C'est elle qui prit l'initiative un mois pile après son accouchement. Elle ressentait l'envie qu'Alex avait d'elle, chaque fois que leurs deux corps se touchaient. Elle le désirait tout autant, et lui offrit ce qu'il n'osait demander. Le plaisir qu'ils en ressentirent en fut décuplé. Ils se retrouvaient complètement et intensément. Au moment du week-end prolongé de Pâques, le couple était remonté vers la Normandie pour que la famille fasse connaissance avec Éléonore, à commencer par les grands-parents paternels d'Alex. L'urgentiste était conscient que son grand-père, à 92 ans, déclinait, et sa grand-mère, elle aussi, commençait à ressentir les effets de l'âge avec ses 89 ans. Et le jeune homme restait leur petit-fils favori, tant il ressemblait à François. Francesco, le fils de 3 ans et demi de Lisa, fit la connaissance de sa cousine de presque 2 mois, à l'occasion du séjour de son oncle Alex. Pour l'instant, son intérêt restait très limité. Le bébé ne faisait que dormir et téter. Lisa, en revanche, était gaga de sa nièce et s'était mise à envisager un deuxième enfant. Les amoureux virent aussi leurs oncles et tantes, hormis David et Lindsay, ainsi que leurs cousins et amis. Alex alla aussi présenter sa petite merveille à Steph et Dominique. Ils eurent aussi l'occasion de la présenter à Thomas, éditeur, qui était venu pour Pâques chez Louis et Claudia. Après ce court séjour à Mont-Saint-Aignan, le couple était rentré à Grenoble. Helena n'avait plus qu'une semaine de congé maternité avant sa reprise le 25. Les deux parents travaillant au CHU de Grenoble, ils avaient obtenu une place à la crèche de l'hôpital Nord. Celle-ci étant fermée le week-end et les jours fériés, Stéphania s'était proposée lorsque les deux parents travailleraient ces jours-là. La jeune femme travaillait à domicile comme traductrice et ne se déplaçait que de temps en temps chez son éditeur et généralement en semaine. La saison d'hiver étant terminée fin avril, Alex avait retrouvé son rythme habituel avec Helena, qui lors de sa reprise occupa son poste au SMUR et était régulièrement sa coéquipière, pour sa plus grande joie. Elle serait de nouveau affectée au bloc en septembre. Le couple avait migré à Ischia dès le début juillet, où ils avaient retrouvé leur famille italienne et les cousines Ariana et Ayla. Ils y avaient fêté leurs 2 ans de mariage avec la famille présente. Et Éléonore, qui avait désormais 4 mois et était un bébé très calme, eut des nounous volontaires parmi les cousines d'Alex. Aussi les parents purent profiter de leurs vacances. Ils retrouvèrent leurs habitudes et les petites criques où ils faisaient du paddle et où ils avaient l'habitude de se cacher pour s'aimer. À leur retour, Helena était restée encore 1 mois au SMUR, mais sur Grenoble et ses environs, pendant qu'Alex était de nouveau basé à l'Alpe d'Huez. Il jouait à cache-cache le plus souvent. Il n'allait retrouver un rythme plus proche de la normale qu'en septembre, quand Helena retournerait au bloc, et après le dernier stage marquant la fin de la formation d'Alex. La jeune maman avait décidé à la rentrée de reprendre la danse moderne jazz et la danse de salon dans le même studio. Elle avait précisé en s'inscrivant qu'elle ne serait pas d'une assiduité exemplaire du fait de son métier. Mais lorsqu'ils constatèrent son niveau, les 2 professeurs concernés ne s'en offusquèrent pas, car une séance lui suffisait pour assimiler une chorégraphie quand il en fallait 5 ou 6 aux autres.